Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la partie lumière que j'avais encore jamais traitée en seconde. On va parler, donc je vais pas tout traiter évidemment dans ce chapitre-là, je vais traiter ce qui me paraît le plus difficile, donc du coup la réfraction, qui généralement est quelque chose qui vous pose un petit peu de problème, même si le phénomène physique en soi, je pense que vous le comprenez tous assez bien. Pourquoi? Parce que en fait simplement c'est quelque chose d'assez visuel. Le principe est le suivant, je vais vous mettre des petites photos au fur et à mesure. Quelque chose que vous avez déjà vu à mon avis, c'est vous prenez un verre d'eau, dans ce verre d'eau vous le remplissez d'eau évidemment, vous mettez dedans un crayon et vous allez voir qu'en fait le crayon, si vous regardez le verre d'eau si vous regardez du coup le crayon à travers le verre d'eau, vous allez voir une espèce de cassure, comme si en fait simplement le crayon était cassé, alors qu'en fait non, évidemment bien sûr que c'est pas le cas. Et ce qui se passe en fait, c'est simplement que c'est la lumière qui vous parvient à votre œil qui est réfractée. Cette réfraction, c'est simple, c'est le fait que la lumière va changer de direction lors de sa propagation d'un milieu à un autre. Donc en changeant de milieu, elle va changer de direction de propagation et ce changement de direction brutal au moment du passage du changement de milieu va créer du coup cette espèce de cassure comme ça. Alors c'est un autre phénomène que vous pouvez voir assez facilement avec un laser par exemple et puis de la poussière ou en tout cas pour voir finalement par réflexion la lumière. Donc pareil, je vous montre une petite photo pour ça. Et bien vous voyez du coup le phénomène de réfraction et un autre phénomène aussi qui s'appelle la réflexion. Donc la réfraction, vous voyez que la direction donc de propagation de la lumière est cassée au passage au franchissement avec l'eau. Et par contre, lors de la réflexion, on voit assez bien que l'angle cette fois-ci est resté le même. Je vais mettre tout ça maintenant en schéma et vous allez voir que c'est pas très compliqué à comprendre sur le principe. Et après, on va essayer d'expliquer ce qu'on peut faire avec ça. Donc, le schéma de principe, il est le suivant. Évidemment, il faudrait tout faire à la règle. Bon, là, j'en ai pas. Donc, vous avez ici la séparation du milieu. Donc, on appelle ça un dioptre. Je vais en profiter pour le mettre à retenir absolument. Donc, cette séparation, ça peut être, par exemple, une séparation entre de l'air et de l'eau, de l'air et du verre, de l'eau et du verre. Pour une bouteille en verre, par exemple, vous avez une réfraction entre l'air et la bouteille en verre, et vous avez une autre réfraction entre la bouteille en verre et l'eau, par exemple. Donc, à chaque fois, dites-vous bien que vous changez de milieu, il y a un changement de direction de la lumière. La question qu'il faut se poser maintenant, qui est super importante, c'est dans quelle direction se fait ce changement de direction, justement. Alors vous allez voir au fur et à mesure, finalement c'est pas très compliqué. Il faut juste bien faire son schéma une première fois et normalement après ça coule tout seul. Ici c'est ce qu'on appelle la normale. Alors pourquoi on fait une normale? Parce que c'est justement grâce à elle que je vais pouvoir modéliser les angles. L'angle du rayon incident, le rayon qui arrive, et l'angle du rayon réfracté, le rayon qui repart. C'est grâce à ces angles-là que je vais pouvoir savoir si j'ai une variation dans la direction ou non. Alors je vous montre ça avec peut-être une autre couleur. J'ai mon rayon incident qui est comme ceci. On aime bien faire des petites flèches pour préciser la direction et le sens du coup de la lumière, de façon à pouvoir savoir que effectivement j'ai de la lumière qui arrive de là-haut à gauche et qui arrive du coup sur mon milieu. Cette lumière, il va lui arriver deux choses. Une première chose, ça va être une réflexion. Donc je mets évidemment la flèche dans ce sens-là pour préciser qu'elle repart de ce côté-là. Et je vais modéliser donc la direction qui est prise par la lumière incidente. On appelle ça le rayon incident. Incident, c'est celui qui arrive. Et donc, ici, je vais donc avoir le rayon réfléchi. Donc, le rayon réfléchi. Et il se trouve que, donc ici, cet angle-là, on va l'appeler I, I pour incident. Et cet angle-là, alors c'est pas très bien fait sur mon schéma, mais il se trouve que cet angle-là est égal à l'angle d'incidence. Le rayon réfléchi est reflété avec le même angle par rapport à la normale que ce que faisait le rayon incident. Je vais y arriver. Ça, c'est une des lois de Snell-Descartes qui vous dit donc que I égale I'. Toujours. Donc, ça sous-entend quoi, ce phénomène-là? Il n'y a pas cette fois-ci la cassure dont je vous parlais avec la réfraction. Et donc, simplement, si je regarde un objet avec mon œil ici, je peux prévoir facilement à l'avance d'où vient cette lumière, tout simplement. Par symétrie, par une pure symétrie. Vous voyez ici, j'ai une symétrie parfaite par rapport à la normale. Donc là, finalement, c'est quelque chose d'assez logique et quelque chose qu'on a tendance à comprendre assez facilement. Maintenant, la question qui se pose, c'est plutôt que se passe-t-il pour la partie réfractée? Alors pour la partie réfractée, voici ce que je vous conseille de faire. Vous allez faire le rayon qui n'est pas réfracté, le rayon imaginaire qui devrait normalement être la suite du rayon incident. Vous voyez là, donc du coup, c'est une ligne droite. Ça devrait se propager comme ça si
je ne changeais pas de milieu. Mais comme je change de milieu, je passe de l'air à l'eau, et bien du coup, je vais avoir une réfraction. Donc ça ne va pas être cette continuité-là, ça va être soit ceci, soit ceci. Et la question est, lequel des deux est-ce? Eh bien, celui qui va être le bon, c'est celui-là. C'est ce rayon réfracté-là. La question est pourquoi? Eh bien, en fait, il va falloir maintenant que je vous parle d'indice de réfraction. L'indice de réfraction d'un milieu, qu'on note N, donc là notamment NR, c'est quelque chose qui n'a pas d'unité, c'est un nombre sans unité. Par exemple, pour l'air, ça vaut 1. Et en fait, cet indice de réfraction va vous permettre de savoir la réfringence du milieu. C'est-à-dire, alors le mot paraît compliqué, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire à quel point ma lumière va être réfractée, à quel point ça va changer de direction. Plus je passe d'un indice faible vers un indice, ici pour l'eau je vous le donne, pour l'eau c'est 1,3. Plus je passe d'un indice faible vers un indice grand, plus ma lumière va être réfractée. Et quand on dit réfractée, elle va donc être cassée et se rapprocher de la normale. Donc plus j'ai cette différence ici, plus je passe de petit vers grand, donc plus je vais vers un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent, eh bien plus je vais avoir cette cassure qui se rapproche de la normale. Ici, que je note R, du coup. Donc c'est bien ce rayon-là qui est le bon, parce que je passe d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais je pense que vous allez vite avoir la réponse, parce qu'il se trouve que la lumière, dans un schéma, si elle fait le trajet dans une direction de gauche vers la droite, elle est tout à fait capable de faire le trajet de droite vers la gauche. Ce serait le même. Ça veut dire que si je regarde maintenant dans ce sens-là, eh bien il se passerait exactement la même chose que ce que vous voyez au tableau, mais dans l'autre sens. C'est tout pareil. Alors j'en profite pour vous dire, ici, pourquoi les deux angles sont les mêmes, et finalement pourquoi il n'y a pas un angle différent avec un changement de direction. Parce que ici, la lumière reste constamment dans l'air. Elle ne passe pas dans l'eau, il n'y a pas de changement de milieu. Quand il n'y a pas de changement de milieu, les angles restent constants. Cette fois-ci, alors que là, j'ai un changement de milieu, donc j'ai une modification d'angle. Alors, on va essayer de se faire un petit exercice ensemble comme ça directement. Vous allez voir qu'il est assez simple et simplement, l'idée ce sera, est-ce que mon rayon, comment je vais construire en fait finalement mon rayon réfracté? C'est tout. Donc, je vous en fais 3, voilà. Et puis, attention, hein, rien ne m'oblige bien sûr, à faire passer la lumière de gauche vers la droite. Je peux très bien la faire venir de haut à gauche. Je peux très bien la faire venir du bas à gauche, de bas à droite ou de haut à droite. Hein. Ça n'a aucune importance, on va le faire pour éviter que vous appreniez toujours la même chose. Donc par exemple, je fais venir de la lumière comme ceci, voilà. Ici, je vais faire venir de la lumière comme ceci. Et là, on va garder classique, je vais faire venir de la lumière comme ceci. À chaque fois, je vais donner des indices de milieu. Alors, je ne vais pas vous parler simplement d'une matière en particulier. Ça peut être de l'air, de l'eau, du verre ou autre chose, un peu du plexiglas. Aucune importance. Je vais juste donner la valeur des milieux, la valeur des indices de réfraction. Donc là, N1, on va dire qu'il vaut 1,2 et N2, 1,4. Ici, N1 va valoir 1,6 et là, N2, 1. Oups. Et pour le dernier, on va dire N1, 1,4 et N2, 2, par exemple. Essayons de faire ça. Donc, la lumière, normalement, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait faire ceci. Je modélise mon angle d'incidence. Je peux faire, si on me le demande, mon rayon réfléchi. Rayon réfléchi qui, je vous rappelle, a le même angle que I. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que je passe d'un milieu peu réfringent vers plus réfringent, ou est-ce que je passe d'un milieu plus réfringent vers moins réfringent? Donc là, il suffit de regarder les valeurs. 1,2 par rapport à 1,4. 1,2, donc N1 est plus petit que N2. Puisque N1 est plus petit que N2, eh bien du coup, ce milieu-là est moins réfringent que ce milieu-là qui est plus réfringent. Je passe donc d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent. Je vais donc me rapprocher de la normale. Une petite analogie qui peut peut-être vous aider à comprendre. Plus réfringent, on peut voir ça un petit peu comme plus contraint. Attention, rien à voir avec la physique de la chose, hein, c'est juste pour comprendre un petit peu plus facilement. Donc, plus réfringent, on peut voir ça comme plus contraint. Donc, si je suis plus contraint, je suis contraint de me rapprocher de la normale. Vous voyez la normale comme une espèce de conduite à suivre, si vous voulez. Et donc, plus je me rapproche de la normale, plus ça voulait dire finalement que j'étais contraint. À l'inverse, plus je m'éloigne de la normale, plus je suis libre. Et donc, dans ce cas-là, je suis dans un milieu qui est peu réfringent. Vous pouvez voir ça comme ça. Plus réfringent, je dois me rapprocher de la normale, je suis contraint. Moins réfringent, je dois m'éloigner de la normale. Enfin, je m'éloigne de la normale parce que je suis moins contraint, plus libre. Donc là, j'ai tracé ma droite, normalement, qui devrait continuer et de façon imaginaire ce rayon-là. Je sais donc que je passe d'un milieu peu vers plus réfringent.
Donc je me rapproche de la normale. Cet angle R est donc plus petit que l'angle I. Et oui, logique, si je me rapproche de la normale, je suis plus proche de cette normale, mon angle est plus aigu, et s'il est plus aigu, il est plus petit que l'angle d'incidence initial. Même chose ici, j'ai donc un milieu 1 de valeur 1,6, ici un milieu 2 de valeur 1. Je passe donc d'un milieu fortement réfringent vers un milieu peu réfringent. Comme je vous l'ai dit, je passe donc vers un milieu où je suis plus libre. Si je suis plus libre, je vais m'écarter de la normale. Donc là, pareil, je me trace ma petite droite du coup par là qui correspondrait à mon rayon imaginaire non réfracté. Et donc comme je m'éloigne de la normale, je vais être comme ceci. Et là, on voit bien effectivement que cette fois-ci, R est plus grand que I. Je suis cette fois-ci moins aigu, plus obtus. Et enfin, si vous avez compris, c'est le même principe que pour la première. Je passe d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent. Je trace mon rayon imaginaire qui n'est pas dévié. Je sais donc que je vais devenir... Je passe dans un milieu plus réfringent, donc je suis plus contraint. Si je suis plus contraint, et bien du coup, je vais devoir me rapprocher de la normale. Et je me rapprocherai d'autant plus de la normale qu'il y a une forte différence entre les deux valeurs. Si je passe de 1,2 à 1,25, la réfringence, finalement, la différence est assez faible. Donc je me rapproche de la normale, mais pas trop, par exemple, comme ceci. Là, vous voyez, il y a une grosse différence. Comme il y a une grosse différence, je vais me rapprocher plus fortement. Pareil, R, et puis là, I. Et évidemment, comme tout à l'heure, R est plus petit que I. Je n'ai pas représenté à chaque fois l'angle... le rayon réfléchi, mais bon, vous avez compris, c'est pas très difficile à faire. Et donc voilà le principe. Et donc cette cassure que vous voyez là, c'est ce qui explique par exemple donc ce que vous avez vu au début dans la photo de l'aquarium. Et sinon, c'est aussi ce que vous voyez en mettant un stylo dans un verre d'eau avec cette espèce de cassure que vous voyez, un stylo, une paille, peu importe. Cette espèce de cassure que vous voyez, c'est la réalité, ce n'est pas une illusion d'optique. C'est vraiment la lumière qui change brutalement de direction et qui donne l'impression que les objets que vous voyez ne sont pas droits, alors que si. Un autre phénomène qui est expliqué et que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, je vous montrerai une petite photo, je ne vais pas l'expliquer en détail aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt, mais ça s'appelle les mirages, qu'ils soient froids ou chauds. Dans les deux cas, les mirages, ce sont des phénomènes réels qui sont causés par la différence de température rapide entre le sol et l'air. En fait, quand vous avez une très forte différence de température assez rapidement, vous faites varier l'indice de réfraction. C'est pour ça que du coup, vous allez avoir de la lumière qui se courbe et pouvoir voir des objets là où ils ne le sont pas. Un autre phénomène que vous avez déjà dû voir à mon avis, quand vous ouvrez une fenêtre en hiver et que le radiateur devant la fenêtre est en marche. Vous allez voir des espèces d'ondulations de l'air bizarre un petit peu. L'air a l'impression d'être un petit peu en train de vibrer. C'est la réalité. Cette différence rapide de température fait que la lumière est déviée sur sa trajectoire légèrement et vous voyez ces espèces d'ondulations. Voilà ce que vous devez savoir sur cette première partie. Attention, ce n'est pas calculatoire, c'est simplement descriptif pour l'instant. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu de calcul. Et ça, c'est dans la partie 2 de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.